Ah voilà encore un film dont vous n'entendrez pas parler ailleurs. Chez Bromure, on parle du cinéma, rien que du cinéma, mais de tout le cinéma, y compris les films que les autres ignorent. Aujourd'hui, c'est Redland. Johan est un fermier solitaire qui travaille dans les marais néerlandais. Il y cultive des roseaux, qui servent notamment à des couvreurs. Il vit au rythme de la nature et des saisons. Mais un jour, son rythme si bien réglé est perturbé quand il découvre dans son champ le cadavre d'une jeune fille. Redland, littéralement pays des roseaux, porte plutôt bien son nom. Y a que ça dans le film. Et voilà! As-tu vu? C'est le premier long métrage de Sven Bresser, dont je prononce probablement mal le nom, un réalisateur néerlandais qui avait fait ses armes notamment avec un court métrage tourné en Corse. Cocorico! Enfin, Cocorico, je sais pas le bruit que le coq fait en Corse, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, enfin, vous avez compris. Et ce film a été présenté à la Semaine de la Critique à Cannes. Attendez, partez pas en courant tout de suite. Je vais pas vous mentir, ce film risque de diviser. Mais laissez-moi une chance de vous expliquer pourquoi ce film mérite 1h50 de votre temps. C'est un film poisseux comme le marécage dans lequel il nous plonge, qui saura vous faire dresser les poils au moment où vous ne vous y attendez pas. Il va vous mettre face à vous-même, face à votre paranoïa. Qui est le meurtrier, l'étranger, le rival ou celui qu'on a sous les yeux? Après tout, dans ce film, le mal suinte de partout. Redland, c'est pas franchement amour, gloire et beauté, c'est même plutôt haine, mort et rivalité. On suit Johan qui essaye de résoudre lui-même le mystère du meurtre qui s'est produit dans son champ. Enfin, est-ce que c'est vraiment ce qu'il essaie de faire ? Les soupçons vont d'abord se tourner vers des gens qui vivent de l'autre côté du lac, des gens qu'ils haïssent parce qu'ils font de l'agriculture intensive et qu'ils convoitent leurs terres. Mais rapidement, Johan soupçonne quelqu'un d'autre, quelqu'un de beaucoup plus proche de lui, quelqu'un qui regarde avec la même intensité que lui la jeune fille qu'il semble désirer. Entre les deux hommes, il y a une espèce de compétition de virilité qui ne dit pas son nom qui s'installe. Le film instaure progressivement une ambiance malsaine de doute, un doute inquiet. Pas tout de suite, mais petit à petit, à mesure qu'on collecte des éléments, pour douter nous-mêmes de ce qu'on voit, et surtout de Johan. Johan est un vieil homme solitaire qui s'occupe de son champ de roseaux, et qui héberge chez lui le temps du film sa petite fille. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, sa fille vient la déposer chez lui sans qu'on ait d'explication. Et c'est pas important. En fait, si, c'est important qu'on ne sache pas, parce que le spectateur reste à distance de ce qui se passe. On est plongé dans cette campagne néerlandaise dégoulinante de rancœur muette, sans y avoir accès. Quand Johan parle avec sa fille, c'est au téléphone. On ne l'entend pas, elle, et lui, il n'est pas très bavard. Où il y a cette autre scène où, après être resté dans sa voiture en fixant une agricultrice qui vient vers lui, il en sort pour parler avec elle. Nous, on reste avec la caméra dans la voiture et on n'entend pas ce qu'ils se disent. Et ce qu'ils se disent n'est sans doute pas très important d'ailleurs, mais ça illustre un élément central du film. C'est qu'il y a peu de dialogue, les personnages ne verbalisent pas leurs pensées, leurs émotions, donc on projette sur eux. Et ça culmine dans une scène finale très intense, sans parole, et j'en dirai pas plus, parce que il faut que vous voyez ça vous-même. Enfin tout ça, Bromure, t'es bien mignon, mais ça suffit pas pour douter. Eh bah si, Sherlock, justement, parce que Johan a un regard impénétrable, on sait pas ce qu'il y a derrière ses yeux, dans sa tête, et donc justement, on projette sur lui plein de culpabilité et de vices. Par exemple, il y a une jeune fille qui doit avoir aux alentours de 16 ans. Pardon? Qu'il regarde très intensément. Pardon? Et la mise en scène nous fait comprendre, au moment où il veut lui parler, qu'il semble la désirer. Pardon? Pardon? À moins que ce soit ce qu'on projette. Parce qu'après tout, rien ne permet de l'incriminer. Ce n'est qu'un regard et c'est nous qui projetons du vice sur ce regard. Sauf que cette projection ne vient pas de nulle part. Plutôt dans le film, on le voit se polir le roseau sur un chat en pleine nuit. On comprend qu'il est seul, qu'il a envie d'une femme. Et on sait que la jeune fille retrouvée morte dans son champ a été abusée. Et c'est là que la présence de la petite fille dans la vie de Johan est importante. Pour elle, Johan apparaît comme protecteur, attentif, serviable. Est-ce que Johan est un rempart ou une menace? Peut-être qu'il est les deux à la fois. Tout ce doute, toute cette ambiguïté repose sur la vie de Johan, que le film nous fait ressentir plutôt qu'il ne nous l'explique. Parce que le mal suinte derrière les paysages apparemment bucoliques
du quotidien de Johan. Mais avant ça, un petit message de notre sponsor, Bromure. Bromure vous propose chaque semaine des analyses et des critiques cinéma. Alors si vous aimez son contenu, surtout, n'oubliez pas de le liker, de commenter, de partager et abonnez-vous. Vous voyez ces influenceurs qui font des vidéos défi, un mois de douche froide ou je me lève tout pendant 30 jours, voici les résultats. Dans Ridland, la vie de Johan, c'est ça tous les jours, toute sa vie, depuis toujours et probablement jusqu'à sa mort. Ok, c'est un homme seul qui a une vie sans plaisir et n'en fait pas des vidéos YouTube. Le film s'ouvre sur une longue séquence où on le voit au travail. Il coupe ses roseaux, les assemble en bottes qu'il réunit, fait des tas de broussailles avec les déchets des roseaux et les enflamme. Il rentre ensuite chez lui, s'assoit en bout de table, seul, fait sa prière silencieuse et mange simplement ses pommes de terre vapeur et sa viande. Ça n'est pas son quotidien, c'est toute sa vie. Le film est à l'image de cette séquence. Il n'est pas lent, il prend son temps. Pour reprendre une expression tarte à la crème, c'est un film contemplatif. Mais c'est important pour qu'il fonctionne en tant que polar noir et poisseux. En tant que spectateur, on a tendance à vouloir tout expliquer, tout comprendre. On a besoin de se raconter une histoire. Si on n'y arrive pas, on est perdu. Sauf que le cinéma, ça se ressent d'abord. Et ce film passe d'abord par les sensations pour susciter les émotions. Il ne va pas vous expliquer les choses. Dans Ridland, on n'a pas accès à la psychologie des personnages par la parole, donc on nous la fait ressentir. Le film nous donne accès à leur environnement, leur monde sensible, pour qu'on y projette notre propre psychologie, nos propres pensées, nos propres émotions. Comme ça, on se met vraiment à la place des personnages. Pas par empathie, mais par substitution. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a plein de plans de la nature qui évoquent les paysages de la peinture hollandaise ou les ciels de John Constable. C'est le monde dans lequel Johan est immergé. Et donc, on retrouve également beaucoup de plans sur les champs de roseaux de Johan, en gros plans ou très gros plans. On ne voit pas le ciel, pas la terre, juste les roseaux qui dansent dans le vent. Ils ont l'air possédés. Ça devient une image presque abstraite, une image fiévreuse. Quand c'est tourné de nuit pendant des plans longs avec une musique inquiétante, on a presque la chair de poule parce qu'on se demande si quelque chose va surgir d'entre les roseaux, si on va découvrir un nouveau cadavre. Ça nous rend inquiets. C'est un film qui sublime les images de la campagne, on a l'impression d'être au musée. En ouverture par exemple, on a un plan absolument somptueux. Johan est en train de faire brûler des feux de broussailles et il disparaît comme une silhouette à travers l'écran de fumée dans lequel perce le disque crépusculaire du soleil. Le travail sur le son aussi est remarquable. C'est la caméra qui décide de ce qu'on entend. Par exemple, on a cette nuit dans le champ de roseaux où la caméra se lève soudain vers les arbres et alors on entend aussitôt le craquement de leur écorce qui est tellement fort qu'on a l'impression qu'un arbre va s'effondrer et en même temps on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on entend. On a l'impression d'entendre un bruit venu d'un autre monde. Ce travail sur le son nous immerge un peu plus dans le monde de Johan. Ou aussi, et c'est encore une très bonne utilisation du son, quand Johan prend le petit déjeuner avec sa petite fille et qu'on entend au loin un bruit de motocross auquel on fait pas particulièrement attention à ce moment-là, juste avant qu'il découvre le cadavre de la jeune fille, et qu'on apprenne plus tard par les policiers que des traces de motocross ont été retrouvées à proximité du cadavre. Et la scène de la découverte du cadavre, justement, parlons-en, elle est magnifique aussi. On a des très gros plans successifs, on comprend pas très bien d'abord ce qu'on est en train de voir, mais on comprend très vite, jusqu'à un plan d'ensemble où on découvre le cadavre étendu dans les roseaux et où on comprend aussi que la victime a été abusée. En fait, Sven Bresser utilise parfaitement l'image et le son pour nous faire ressentir dans notre chair ce qu'il n'explique pas par les dialogues. Peut-être qu'il pousse un peu loin ce choix esthétique, et c'est là qu'il perdra sans doute quelques spectateurs, mais ça montre une grande maîtrise de son cinéma, et ça, c'est de l'audace. Alors que cette semaine, on entend plus parler de certains films pour l'âge de leurs réalisateurs que pour leur qualité esthétique, Ridland est sans doute le film qui mérite le plus qu'on parle de lui, et c'est sans doute celui dont on parlera le moins. Il y a plus d'un réalisateur, à mon avis, qui aurait voulu réaliser Ridland comme premier film. C'est un film intense sensoriellement, qui fait ressentir la nature grandiose et inquiétante qui dicte la vie de Johan, et qui arrive, par sa mise en scène maîtrisée et austère, à nous faire douter de Johan lui-même. En le voyant, j'ai souvent pensé à l'humanité de Bruno Dumont, et je ne veux pas croire que Sven Bresser ne l'ait pas vu, parce que le sujet, la mise en scène du cadavre, la dimension symbolique forte rappellent le film de Dumont. J'ai assez peu de réserves sur ce film, même si je suis lucide et que je sais qu'il divisera et qu'il ne plaira pas à tout le monde, mais pour moi, avec ce film, Sven Bresser s'impose comme un réalisateur à suivre, et c'est du bon cinéma qu'il propose avec Ridland. Mais ne me croyez pas sur parole. Allez-y, vous verrez.